Alors regardons maintenant une autre classe de variables qui viennent modifier la relation entre une variable indépendante et une variable dépendante. Ces variables représentent le mécanisme par lequel une variable indépendante influence la variable dépendante. Alors posons le problème à travers un exemple. Un chercheur étudie la relation entre le niveau d'éducation, qui est la variable indépendante, on va l'appeler x, et l'espérance de vie, la variable dépendante, qu'on va noter y. Il a mesuré un coefficient de corrélation entre les variables x et y de 0,83 avec une p-value égale à 0,001, indiquant que l'association est significative au seuil de 5%. Ce chercheur conclut donc que le niveau d'éducation affecte l'espérance de vie dans cette population. Autrement dit, plus on est éduqué et plus l'âge à la mort augmente. Et je suppose que, selon une telle théorie, les gens qui ont les masters, les PhD, les doctorats, doivent vivre beaucoup plus longtemps que des gens qui ont le niveau collège ou secondaire ou qui ne sont pas allés à l'école, n'est-ce pas? Or, le bon sens nous conduit à un certain scepticisme face à une telle association. Il ne peut pas se faire que parce qu'on a un niveau d'éducation élevé, forcément on vivra plus longtemps. Ça ne tient pas la route. Comment expliquer les résultats de ce chercheur? Peut-être que l'association XY s'inscrit dans un schéma de médiation. Considérons par exemple la variable revenu. Nous la notons Z. C'est une variable intermédiaire et on peut concevoir un schéma causal qui fait intervenir le revenu et qui permettra de mieux comprendre l'association entre l'éducation et l'espérance de vie. Par exemple, le schéma causal que voici indique que l'éducation affecte l'espérance de vie ou l'âge à la mort par l'intermédiaire du revenu. Selon ce modèle, selon cette théorie, il n'y a pas de relation directe entre l'éducation et l'espérance de vie. C'est l'intervention de la variable Z qui fait apparaître l'association entre les variables X et Y. Autrement dit, les gens vivent plus longtemps, pas parce qu'ils ont un niveau d'éducation élevé, mais parce que cette éducation leur donne accès à un revenu élevé, et avec un tel revenu, ils peuvent avoir accès, par exemple, à des meilleurs soins de santé, et avec des bons soins de santé, on a une bonne longévité. Un autre chercheur s'est intéressé à la différence entre les fréquences des visites médicales des hommes et des femmes. Il se demandait donc s'il y a une association entre le sexe des participants et la fréquence de leurs visites médicales. Est-ce que les hommes et les femmes diffèrent significativement par rapport au nombre de visites médicales? Eh bien, le chercheur a observé une association significative, que les femmes ont en moyenne une fréquence de visite beaucoup plus élevée que celle des hommes. Mais comment rendre compte de cet état de choses? Par quel mécanisme une variable comme le sexe affecte la fréquence des visites médicales? Est-ce que c'est parce qu'on est une femme ou un homme que nécessairement on rend beaucoup plus souvent visite au médecin? Ou est-ce qu'il y a une variable intermédiaire, une variable de médiation, une variable d'intervention qui assure le passage du sexe à la visite médicale? Eh bien, voici une proposition. Le sexe est une cause des différences dans la personnalité des individus. N'est-ce pas? Il est bien connu que les hommes et les femmes diffèrent par rapport à un certain nombre de traits de la personnalité. Et c'est très probablement cette différence de personnalité qui est, si l'on peut dire, la cause des différences de fréquence de visite médicale entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas parce qu'on est un homme ou qu'on est une femme qu'on rend plus ou moins visite au médecin, mais c'est parce qu'étant un homme ou une femme, on a des traits de personnalité différents. Par exemple, on est beaucoup plus stressé, beaucoup plus anxieux, etc. quand on est une femme que quand on est un homme. Enfin, je crois. La personnalité se révèle donc comme une variable de médiation dans l'association entre le type sexuel et la fréquence des visites médicales. Alors, il y a deux types de médiation, la médiation complète et la médiation partielle. On parle de médiation complète lorsque l'association entre les variables x et y, entre la variable indépendante et la variable dépendante, disparaît complètement lorsqu'on contrôle pour la variable de médiation, donc quand on contrôle pour z. Par exemple, si la mesure d'association avant contrôle statistique est de 0,83 et qu'après contrôle, le coefficient de corrélation est pratiquement nul, on va dire négligeable, autrement dit, s'il n'y a plus de corrélation statistique entre x et y, dès qu'on contrôle pour la variable de médiation, eh bien on dit que la médiation est complète. Au contraire, la médiation est partielle lorsque l'association XY existe après contrôle statistique, seulement elle est affaiblie. Pour reprendre notre exemple, si le coefficient de corrélation avant le contrôle est de 0,83 et qu'après contrôle il n'est pas nul, mais il est très inférieur à 0,83,
disons qu'il vaut par exemple 0,2, il existe toujours une association entre l'éducation et l'espérance de vie, mais cette association s'est affaiblie. Il s'agit d'une médiation partielle. C'est une étude menée sur 58 régions des États-Unis. On a mesuré le niveau d'éducation, qui est la variable indépendante, X, et le taux de criminalité de la région, qui est la variable dépendante, Y. Alors, le coefficient de corrélation entre ces deux variables, X et Y, a été estimé à 0,545. On sentait bien qu'une variable comme l'urbanisation de la région pouvait jouer le rôle de médiation entre l'éducation et la criminalité. On a donc mesuré le coefficient de corrélation entre le niveau d'éducation et l'urbanisation. On a observé un coefficient égal à 0,791. On a aussi mesuré la corrélation entre l'urbanisation et la criminalité, ce qui a donné une corrélation égale à 0,678. À partir de là, on peut calculer le coefficient de corrélation partielle entre l'éducation et la criminalité quand on contrôle pour Z. Nous connaissons la formule. R de xy sachant Z, c'est R de xy moins R de xz fois R de yz sur la racine carrée de 1 moins R de xz au carré fois 1 moins R de yz au carré. Ce qui donne un coefficient de corrélation égal à 0,02. Autrement dit, le coefficient de corrélation entre l'éducation et la criminalité, qui vaut 0,545, s'est affaibli lorsqu'on contrôle pour l'urbanisation. Ce coefficient passe à 0,02. On dira que la variable urbanisation de la région est une variable médiatrice entre l'éducation et la criminalité et que la médiation est partielle. Alors, comment tester une médiation? Eh bien, plusieurs méthodes ont été proposées et je présente celle de Baron et Kinney, 1986. Ils nous disent que pour montrer qu'une variable Z joue le rôle de médiateur dans une association XY, il faut montrer 3 ou 4 choses. Il faut que l'association XY soit significative. Si la variable dépendante Y est quantitative, on peut faire une régression de Y sur X et tester pour voir si le paramètre de la régression bêta 1, le coefficient de X, n'est pas égal à 0. C'est un test d'hypothèse classique où l'hypothèse nulle H0 nous dit que bêta 1 est égal à 0 contre l'alternative H1 que bêta 1 n'est pas égal à 0. On voudrait bien sûr rejeter l'hypothèse nulle. On peut aussi faire un test de corrélation entre X et Y, et dans ce cas, l'hypothèse nulle, c'est que le coefficient de corrélation entre X et Y égale à 0, contre l'alternative que ce coefficient n'est pas égal à 0. Une fois qu'on a montré que l'association entre X et Y est significative, il faut ensuite montrer que l'association entre X et Z, Z étant la variable de contrôle, la variable médiatrice, est significative. On peut faire un test de corrélation entre Z et X, ou une régression de la variable Z sur la variable X et tester l'hypothèse que bêta 1, le coefficient de X dans la régression, est égal à 0 contre l'alternative qui n'est pas égale à 0. Et on voudrait encore rejeter l'hypothèse nulle. D'accord? On voudrait que le coefficient de corrélation entre X et Z ne soit pas égal à 0. S'il y a une association entre X et Z, il faut à la troisième étape montrer que l'association entre Y et Z est significative lorsqu'on contrôle pour la variable X, pour la variable indépendante. Et cela peut se faire par une régression de la variable dépendante Y sur les variables X et Z, variable indépendante et variable de contrôle. Et l'hypothèse nulle consiste à regarder le coefficient bêta 2 de la variable Z. D'accord? C'est l'effet principal de la variable médiatrice sur la variable dépendante Y. On voudrait que ce coefficient ne soit pas égal à 0. On voudrait qu'il y ait une association entre Z et Y quand on a supprimé l'effet de la variable X. Si on a pu montrer cette troisième étape, c'est-à-dire si on a pu montrer que Z affecte significativement Y lorsqu'on contrôle pour X, alors on a une médiation et il reste à la quatrième étape à déterminer si cette médiation est complète ou si elle est partielle. Et pour cela, il faut voir la mesure d'association entre X et Y. Est-ce qu'elle est affaiblie après le contrôle statistique ou est-ce qu'elle a complètement disparu? Certains chercheurs ont proposé différentes mesures de médiation. Par exemple, si on appelle C la force de l'association entre X et Y, A la mesure entre X et Z, B la mesure entre Z et Y, et C' la mesure entre X et Y dans le schéma de médiation X, Z, Y, eh bien le taux ou la quantité de médiation peut se mesurer comme 1 moins C' divisé par C. On suppose alors qu'on a une bonne médiation lorsque cette quantité est supérieure ou égale à, on va dire,
0,8. Alors si je reprends l'exemple de l'association entre l'éducation et la criminalité, l'effet direct C', qui vaut C moins AB, vaut 8,7 fois 10 puissance moins 3, donc qui est très faible, alors que le coefficient de corrélation C entre X et Y vaut 0,545. Le taux de médiation est donc 1 moins C' sur C, qui vaut 0,98, soit environ 98% de médiation. Alors ça, c'est une très bonne médiation. Je voudrais terminer par une étude menée par Forgas et Fiedler. Ces chercheurs ont étudié la relation entre l'humeur et la discrimination. L'humeur étant la variable indépendante et la discrimination la variable dépendante. Ils ont cru bon de prévoir une variable médiatrice dans leur devis de recherche en proposant le type de traitement cognitif de l'information. Plus concrètement, ces chercheurs ont prédit que l'humeur influence la discrimination intergroupe en modifiant la façon dont l'information disponible est traitée par l'individu. Et tenant compte de cette variable médiatrice, on peut représenter leur modèle qui décrit la relation entre l'humeur et la discrimination intergroupe selon le schéma causal suivant.